Je m'appelle Joseph Ferrand. J'ai 80 ans. J'ai passé une grande partie de ma vie à croire que l'honnêteté voulait dire ouverture et que l'ouverture voulait dire sécurité. Je pensais que si je partageais ce que je savais, ce que je craignais, ce que je préparais et ce que je ressentais, les autres respecteraient cela. J'avais tort. Pas toujours, mais assez souvent pour apprendre une leçon que j'aurais aimé entendre beaucoup plus tôt. J'ai compris que certaines vérités ne sont pas faites pour toute la pièce. Certaines vérités ne sont en sécurité que dans très peu de mains. Et certaines vérités peuvent me coûter de l'argent, de la paix, de la dignité et du contrôle dès l'instant où elles sortent de ma bouche. J'ai appris quelques-unes de ces leçons à la dure. Je les ai payées en stress, en regrets et en longues nuits dont je me souviens encore. Alors aujourd'hui, je veux vous dire les 5 choses que je crois qu'il ne faut presque jamais raconter à n'importe qui. Et je ne dis pas cela pour devenir secret ou froid. Je dis cela parce qu'en vieillissant, j'ai enfin compris que la discrétion n'est pas du mensonge. La discrétion, c'est de la protection. J'ai compris cela lentement. Laissez-moi vous expliquer. J'ai grandi dans une famille modeste à Paris. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions de l'ordre, des livres et de la dignité. Mon père travaillait dur, ma mère faisait attention à chaque dépense, et quand j'étais jeune, je pensais que l'argent était simplement quelque chose que certaines personnes avaient et d'autres non. Je ne comprenais pas encore ce que l'argent peut faire aux conversations, aux amitiés, aux repas de famille ou aux relations de travail. Je le comprends maintenant. La première chose que je crois qu'il ne faut presque jamais dire, c'est combien je gagne ou combien j'ai mis de côté. Vous voyez, je dis presque parce qu'il y a des moments où c'est nécessaire. Si je parle avec mon comptable, mon avocat, mon banquier ou un conseiller sérieux qui m'aide à prendre une vraie décision, c'est différent. Là, il y a un besoin réel de savoir. Mais dans une conversation légère, amicale, curieuse, non. Honnêtement, très peu de bien sort de ce genre d'échange. Je l'ai appris au fil des années. Parfois, je gagnais plus que ce que quelqu'un imaginait. Et je sentais tout de suite que l'ambiance changeait. D'autres fois, je rencontrais des gens qui avaient beaucoup plus que moi, et je rentrais chez moi en me comparant. Une personne repart vexée, une autre repart gênée, une autre devient jalouse, une autre se sent stupide de ne pas avoir épargné davantage. Et voici ce que je ne comprenais pas à l'époque. Même quand la conversation semble innocente, elle plante souvent quelque chose de mauvais, du ressentiment, de la comparaison, une honte silencieuse. Je me souviens d'un dîner, il y a des années, où un homme a parlé trop librement de ses placements et de tout ce qu'il avait gagné. Personne ne l'a contredit, personne n'a fait de scène. Mais la table n'était plus la même après cela. La chaleur avait disparu, la soirée était devenue un concours silencieux. Ce soir-là, je me suis promis de ne pas faire la même erreur. Mes chiffres sont devenus privés. Nécessaire à partager avec des professionnels, inutile à partager avec presque tout le reste du monde. Je me souviens aussi d'un collègue plus jeune qui m'avait demandé un jour combien j'avais épargné. Pendant une seconde, j'ai failli lui répondre. Puis quelque chose en moi m'a dit « non ». Plus tard, cette même année, j'ai entendu cet homme répéter à demi-mot dans un couloir des détails sur la retraite de quelqu'un d'autre. Pas fort, pas méchamment. Juste avec légèreté. Cela m'a suffi. J'ai compris qu'une fois que les chiffres sortent de ma bouche, ils ne m'appartiennent plus vraiment. Ils deviennent des histoires que les autres racontent sur moi. Ils deviennent des suppositions. Ils deviennent des attentes. Je n'ai pas besoin de cela. Il y a aussi un autre problème. Quand les gens entendent ce que je gagne ou ce que je possède, certains décident soudain de ce que je peux payer, de ce que je devrais offrir, de ce que je devrais prêter, ou du niveau de générosité qu'ils attendent de moi. J'ai vu des familles devenir tendues parce qu'une personne était devenue celle qui a de l'argent. Et ensuite, chaque fête portait une pression. Chaque refus passait pour de l'égoïsme. Honnêtement, c'est un prix trop lourd à payer pour une conversation ordinaire. Alors je garde mes chiffres pour moi. Pas parce que j'ai honte, parce que j'aime la paix. La deuxième chose que j'ai appris à garder pour moi, c'est ceci. Je ne dis jamais à la légère que je pense quitter mon travail, démissionner ou prendre ma retraite. Cela compte beaucoup plus que les gens ne le pensent. Je le sais, parce que j'ai passé des décennies dans de grandes institutions,
Et j'ai vu ce qui arrive quand une rumeur démarre avant qu'une décision soit vraiment prise. Au moment où les autres croient que je vais partir, ma position change. Peut-être pas officiellement, mais dans leur tête, oui. Je deviens temporaire. Et cela peut me coûter plus que je ne l'imagine. Je ne le savais pas à l'époque, mais une simple phrase comme « je pense peut-être partir dans 1 an ou 2 » peut voyager beaucoup plus loin que prévu. Un collègue le dit à un autre, quelqu'un le mentionne dans une réunion. Et tout à coup, l'organisation commence à planifier mon départ avant que je sois prêt. Je perds le contrôle du calendrier. Laissez-moi vous expliquer. Si une structure pense que j'ai déjà un pied dehors, pourquoi me confierait-elle un nouveau projet? Pourquoi se battrait-elle pour une augmentation? Pourquoi m'intégrerait-elle à un plan sur plusieurs années? Et si de l'argent entre en jeu, le risque devient encore plus grand. J'ai connu des gens qui avaient laissé entendre trop tôt qu'ils voulaient partir et qui se sont ensuite retrouvés doucement poussés vers la sortie avant une prime, avant un avantage ou avant même d'avoir mis leurs propres affaires en ordre. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la vraie vie. Je me souviens d'un homme que je connaissais. Il avait dit à une seule personne au travail qu'il envisageait de prendre sa retraite au printemps suivant. Il n'avait rien décidé, il pensait juste à voix haute. En quelques semaines, tout le monde parlait de son départ comme si c'était déjà réglé. On l'écartait des décisions. Puis il a finalement choisi de rester 1 an de plus, mais le sol avait déjà bougé sous ses pieds. Je n'ai jamais oublié cela. Penser à voix haute peut être dangereux quand du pouvoir est en jeu. Et je veux dire autre chose. Il y a une différence entre une stratégie et une plainte. Une stratégie, c'est quand j'ai un plan, des papiers, des chiffres et un calendrier. Une plainte, c'est quand je suis fatigué et que j'ai simplement envie de souffler. Si je parle pendant que je suis encore dans la plainte, je donne une information importante avant d'avoir construit une protection autour. C'est là que les gens se font du mal. Ils parlent avant d'être prêts. Et ensuite, les autres agissent avant qu'eux-mêmes soient préparés. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai été prudent. J'avais mes chiffres, mes dates et mes papiers en ordre. J'avais parlé aux bonnes personnes, pas aux mauvaises. Et ce n'est qu'au moment où j'étais prêt que j'ai annoncé mon calendrier. Cela m'a donné de la dignité. Cela m'a donné du pouvoir. Cela m'a donné de la paix. Vous savez ce qui m'a le plus surpris? Les autres se sentent souvent soulagés quand je parle trop tôt de mes projets, parce qu'alors ils peuvent s'organiser autour de moi. Mais c'est moi qui dois vivre avec les conséquences. Alors je garde cette information pour moi jusqu'au moment qui est bon pour moi, pas jusqu'au moment où cela devient pratique pour tout le monde. La troisième chose que je garde toujours à l'œil, c'est le pouvoir légal, surtout la procuration. Je ne suis pas avocat et je ne ferai jamais semblant de l'être. Mais je suis un homme âgé qui a vu assez de choses pour vous dire ceci. Je ne donne pas ce genre de pouvoir à la légère. J'ai vu des familles parler avec amour, agir dans l'urgence, et malgré cela créer des situations désastreuses. Une procuration peut être nécessaire. Si je perds mes capacités, si je fais un AVC, si je ne peux vraiment plus gérer mes affaires, alors oui, quelqu'un devra peut-être agir à ma place. Mais en dehors de cela, je traite ce sujet comme on traite le feu. Utile au bon endroit, dangereux au mauvais endroit. J'ai vu des personnes signer des documents parce qu'un enfant adulte disait que ce serait plus simple ainsi. Et voici ce que je ne comprenais pas à l'époque. Une fois que ce pouvoir légal existe, les bonnes intentions ne suffisent plus. La pression entre dans la pièce. Et parfois, l'intérêt personnel entre aussi. Voilà pourquoi je dis que si je dois un jour envisager une chose pareille, je parle à mon propre avocat, le mien. Pas à l'avocat de mon fils, pas à l'avocat de ma fille, pas à un ami de la famille, pas à quelqu'un choisi par la personne qui demande le pouvoir. Je parle à un professionnel dont le devoir est envers moi. Cette différence compte. Elle compte plus que beaucoup ne l'imaginent. Un ami à moi a signé une autorité légale plus large que ce qu'il avait compris, simplement parce qu'il avait eu honte de poser des questions devant ses enfants adultes. Cela lui a coûté des mois de confusion après. Il faisait confiance, trop confiance. En vieillissant, beaucoup de personnes pensent que le choix aimant est toujours le choix coopératif. Parfois, le choix aimant, c'est de ralentir, de lire,
de demander un avis indépendant et de ne signer qu'après avoir tout compris. J'ai aussi appris que beaucoup de personnes âgées ont peur de paraître méfiantes. Elles ne veulent pas que leurs enfants pensent qu'elles sont ingrates, dures ou compliquées. Je comprends ce sentiment, vraiment. Mais la prudence n'est pas une trahison. Lire avant de signer n'est pas de l'hostilité. Vouloir mon propre avocat n'est pas une insulte. C'est simplement ce qu'un adulte prudent doit faire. J'ai passé ma vie à organiser, à planifier et à protéger ce que j'ai construit. Je ne vais pas remettre les clés à quelqu'un simplement parce que la demande sonne gentiment. La quatrième chose que j'ai appris à ne jamais laisser circuler librement, c'est ce que je pense vraiment de mon supérieur ou des personnes que je déteste profondément. Je sais que cela paraît évident, mais c'est là que beaucoup de gens raisonnables deviennent imprudents. Ils sont en colère, ils veulent se soulager, ils veulent que quelqu'un leur donne raison. Je comprends cela, je l'ai vécu, mais le cercle doit être minuscule, vraiment minuscule. Si je suis marié, je peux en parler avec prudence à mon épouse. Au-delà de cela, je tiens ma langue. Vous voyez, le problème n'est pas seulement que les ragots voyagent, c'est qu'ils changent de forme. Ils prennent de l'ampleur, ils reviennent avec des dents. Et une fois qu'ils arrivent aux mauvaises oreilles, je ne peux plus les rattraper. J'ai vu des gens abîmer leur carrière parce qu'ils avaient parlé trop librement d'un chef. J'ai vu une frustration ordinaire devenir une légende de couloir. J'ai vu une plainte privée devenir une preuve qu'une personne était difficile. Et une fois qu'un supérieur pense que je ne l'aime pas, que je le critique ou que je suis contre lui, je ne dois pas m'attendre à ce que la justice ou la bienveillance s'améliorent. Les chefs sont humains, certains sont généreux, certains sont fragiles, certains sont les deux dans la même journée. Alors pourquoi leur donner une arme? Il y a eu une période de ma carrière où j'avais un supérieur en qui je n'avais pas confiance. J'étais poli, mais à l'intérieur, j'étais en colère. Un après-midi, j'ai failli déverser cette colère à la mauvaise personne. Si je l'avais fait, je suis presque certain que cela me serait revenu au visage avant la fin de la semaine. C'est ainsi que les bureaux fonctionnent. Pas toujours par méchanceté, très souvent par légèreté. Les gens répètent les choses parce que cela leur donne l'impression d'être au centre. Ils transmettent ce qui ne leur appartenait pas. Et quand il y a des enfants dans l'équation, la discrétion devient encore plus fragile. Un enfant ne comprend pas toujours ce qui doit rester privé. Un adolescent peut répéter quelque chose pour choquer ou pour faire rire. C'est exactement pour cela que je choisis mon audience avec soin. Je ne mets pas des frustrations d'adultes dans des mains qui ne sont pas prêtes à les porter. Si j'ai un problème réel à régler, je le fais directement, proprement et avec un objectif clair. Mais me défouler au hasard, parler à la légère, cela a détruit plus de paix que beaucoup de gens ne l'imaginent. Le cinquième point, je le dis avec une certaine hésitation parce que je ne veux pas ajouter de honte, vraiment pas. Mais je refuse aussi d'ignorer le monde tel qu'il est. Si j'ai un trouble sérieux de santé mentale, je fais très attention à qui je le dis. Faites bien attention à ce que je dis. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais chercher de l'aide. Je ne dis pas qu'il faut se cacher. Au contraire. Quand j'ai souffert d'anxiété au début de la période du Covid, j'ai demandé de l'aide à un professionnel. Et j'ai eu raison. Je n'ai pas joué au héros. Je n'ai pas fait semblant d'aller bien quand ce n'était pas le cas. C'était la bonne décision. Pendant cette période d'angoisse, j'ai appris quelque chose d'humiliant, mais d'utile. Demander de l'aide ne faisait pas de moi un homme faible. Je dormais mal, mes pensées tournaient vite. J'ai compris que quelque chose n'allait pas, et j'ai agi. De cela, je suis fier. Mais je n'allais pas offrir cette information à des personnes qui n'avaient pas gagné ma confiance ou qui n'avaient aucun rôle dans ma guérison. Je sais aussi que le monde peut être dur. Cela ne devrait pas être ainsi, mais parfois c'est le cas. Je ne le savais pas à l'époque, mais certaines étiquettes peuvent fermer des portes avant même que je n'entre dans la pièce. Les employeurs ne le disent pas toujours clairement. Les institutions se cachent derrière d'autres raisons. Les gens peuvent me sourire et décider en silence que je suis un risque. C'est la vérité. Alors je trace une ligne. Je le dis aux personnes qui ont vraiment besoin de le savoir. Mon médecin, mon thérapeute, mon épouse. Peut-être un ou deux proches de confiance, si un soutien concret est nécessaire. Mais je ne traite pas une information sérieuse sur ma santé mentale comme un sujet de conversation ordinaire. Je la protège. Pas parce que j'en ai honte, mais parce que je suis réaliste.
J'aimerais que tout le monde réagisse avec maturité et bienveillance. Mais espérer n'est pas un plan. Alors je choisis soigneusement. Je ne nie pas la réalité. Je ne donne pas ma vulnérabilité à des personnes qui pourraient la mal utiliser. Vous savez ce qui m'a le plus surpris? La même société qui me dit d'être ouvert peut encore me punir si je suis ouvert au mauvais endroit. C'est pour cela que la sagesse compte, la compassion aussi. Je crois au fait de demander de l'aide. Je crois aussi au fait de me protéger. Maintenant, laissez-moi vous donner le bonus parce que celui-ci est devenu plus important avec l'âge, pas moins. Je ne partage jamais mes mots de passe avec légèreté. En fait, plus je vieillis, plus je pense que ma vie numérique est une deuxième porte d'entrée vers ma vie réelle. Mon courriel, mes comptes bancaires, mes documents, mes dossiers, mes accès, tout cela se trouve derrière des mots de passe. Et si je me montre négligent avec eux, j'invite les ennuis directement chez moi. Il y a des années, beaucoup de gens utilisaient le même mot de passe partout. C'était plus simple. Mais ce qui est simple devient très coûteux quand quelque chose tourne mal. J'ai fait une erreur numérique idiote il y a des années. Elle m'a suffisamment effrayé. J'avais réutilisé un mot de passe familier dans trop d'endroits, et lorsqu'un petit compte a été compromis, j'ai compris à quel point j'étais exposé. J'ai passé des jours à tout changer et à tout renforcer. Depuis, je traite mes mots de passe comme les générations précédentes traitaient les clés de la maison et les chèques signés. Pas à la légère, pas en public, pas avec n'importe qui, et jamais avec cette idée rassurante que ça ira sûrement. Alors j'ai changé mes habitudes. J'ai commencé à utiliser un gestionnaire de mots de passe. J'ai créé des mots de passe plus solides. J'ai arrêté de réutiliser le même pour plusieurs comptes importants. Et si je devais un jour donner un accès ou partager quelque chose, je le ferais avec prudence et de manière encadrée. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela compte. Si quelqu'un entre dans mon courriel, cette personne peut souvent réinitialiser presque tout le reste. Mon courriel, c'est la clé du royaume. C'est concret. Un mot de passe faible peut ouvrir la porte à tout le reste. J'ai vu des personnes âgées perdre de l'argent, du sommeil et de la confiance, parce qu'elles avaient fait confiance à la mauvaise personne ou géraient cela à la légère. Je refuse de faire cela maintenant. Même avec la famille, je réfléchis clairement. L'accès doit être limité, réfléchi et vraiment nécessaire. À mon âge, je ne confonds plus la discrétion avec la peur. Je vois la discrétion comme une forme de protection responsable. J'ai construit une vie sur plusieurs décennies. Pourquoi mettrais-je tout cela en danger juste pour satisfaire la curiosité de quelqu'un, combler un silence ou donner l'impression d'être très ouvert? Je ne le ferai pas. Et vous ne devriez pas non plus. Toutes les vérités ne sont pas faites pour toutes les oreilles. Certaines vérités sont pour des professionnels. Certaines sont pour une seule personne de confiance. Certaines sont pour plus tard. Et certaines doivent rester avec moi jusqu'au moment précis où elles devront être dites. Ce que l'âge m'a donné, plus que tout, c'est le sens des conséquences. Quand j'étais jeune, je croyais que beaucoup d'erreurs pouvaient se réparer plus tard. Certaines, oui. D'autres, non. Une remarque légère sur l'argent peut empoisonner une relation. Une confidence trop tôt sur la retraite peut affecter mes revenus. Une procuration mal gérée peut bouleverser une famille. Une confession imprudente au travail peut abîmer une réputation. Une information de santé privée révélée au mauvais endroit peut fermer une porte. Un mot de passe faible peut ouvrir des portes que je n'ai jamais voulu ouvrir. Si ce que je viens de dire met des mots sur quelque chose que vous ressentiez déjà, alors j'aimerais vous demander une chose simple. Prenez un instant et demandez-vous dans quel domaine vous parlez peut-être un peu trop librement. Peut-être que c'est l'argent. Peut-être que ce sont vos projets de départ à la retraite. Peut-être que c'est une question de pouvoir légal dans la famille. Peut-être que ce sont vos opinions sur votre travail. Peut-être que ce sont des informations très privées sur votre santé. Peut-être que ce sont ces mots de passe que vous gardez encore sur des petits papiers. Si quelque chose dans mon histoire vous a fait réfléchir, mettez un j'aime pour que davantage de personnes puissent tomber sur cette vidéo. Laissez-moi un commentaire et dites-moi lequel de ces 5 points, ou 6 si on compte le bonus, vous a le plus parlé. Et si vous aimez entendre des leçons de vie racontées par quelqu'un qui a eu le temps de les tester, abonnez-vous et restez avec moi.
J'ai 80 ans maintenant, et j'ai appris qu'une vie paisible ne dépend pas seulement de ce que je construis, elle dépend aussi de ce que je protège. Cette leçon m'a pris longtemps à comprendre. Peut-être qu'elle pourra vous éviter un peu de douleur plutôt qu'elle ne m'en a évité à moi.